encore confirmé par Tidjane Ndiaye dans son ouvrage, page 176-177. Les Arabes ne vivaient donc qu'avec le bien d'autrui, ne travaillaient que par les bras du vaincu. Pour le vainqueur, le repos permanent est l'oisiveté. Après la lutte, à l'esclave de travail. Ainsi, la constante du fléau de la traite négrière et de l'esclavage arabo-musulman en Afrique du 7e au 20e siècle était due aux traditions de ces peuples. Donc, vous voyez bien, était due aux traditions de ces peuples qui ne pouvaient, pour des raisons de débauche et de paresse, se passer des forces et du sang neuf d'hommes serviles. Alors, il ajoute ici leur contradiction avec les lois islamiques. Pourtant, quelques nobles hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam incitent à travailler, voire à éviter même la mendicité. Il donne ici un événement. Un jour, dit-on, quelqu'un qui était physiquement bien portant demanda au prophète de l'argent en aumône. Le saint homme lui demanda s'il avait quelque chose à la maison. L'autre répondit, juste une couverture et un récipient pour boire. Le prophète demanda de les lui apporter. Qui achèterait ces objets? Demanda-t-il à son entourage. Quelqu'un proposa un dirham, c'était l'argent des Arabes. Un autre en offrit deux. Le prophète remit l'argent à l'homme et lui dit, avec un dirham, tu achètes à manger pour ta famille, et avec le dirham qui reste, tu achèteras une pioche et tu me l'apporteras. Une fois revenu avec la pioche, le prophète y plaça un manche et lui dit d'aller couper du bois pour le vendre et de revenir le voir 2 semaines plus tard. Après avoir gagné 10 dirhams par son travail, l'homme revient voir le prophète au bout de 15 jours. Celui-ci leva les bras du au ciel, lui dit, cela est beaucoup mieux que la mendicité qui serait une marque sur ton visage le jour de la résurrection. Donc, vous voyez les Arabes, comment ils étaient depuis toujours. Et le prophète a donné beaucoup de hadiths en incitant les hommes et même les femmes de travail. Et donc, les Arabes n'ont jamais aimé le travail. Alors, ils se sont lancés dans des carnages, dans des pillages, dans des vols, entre autres. Dans l'ouvrage d'Abou Bakr Jaber El Jazeera, qu'on a vu dans la vidéo précédente, il explique ce phénomène des Arabes à la page 49. Il dit, les Arabes dédaignaient les travaux manuels par orgueil et fierté. Ils négligeaient les métiers de forgeron, de tisserand, de coiffeur et d'agriculteur. Ils les laissaient à leurs esclaves pour se réserver le commerce. Ils passaient leur temps aux exercices équestres, aux razzias, à la poésie, célébrant les métiers, les mérites et la noblesse de leur clan. Tel était leur défaut. Ces vices étaient de nature à discréditer et à ravaler la société. Bonheur, vous voyez bien, à ravager la société bonheur et quiétude étaient ainsi chassés. Donc, comme ils ne travaillent pas, donc ils viendront parce qu'ils vivront. Ils viendront chez les hommes ou bien les peuples qui travaillent et ils vont les piller et prendre leur richesse. Voyage dans l'intérieur de l'Afrique. Mingo Park aussi dit ceci à la page 204. À la page 203, il dit, quoique très paresseux,
Les morts sont exacteurs et ils sont travaillés tout ce qui leur sont soumis. Ils envoient, donc il envoyait dans les bois mon nègre Demba, ramasser de l'herbe, chasse pour les chevaux d'Ali. Et après avoir cherché divers moyens de m'occuper moi-même, ils me trouvèrent enfin un emploi. C'était celui de barbier. L'on voulut que je donnasse la première preuve de mon talent en présence du roi et on me chargea de raser la tête du jeune prince de Ludmar. Donc ici, il parle quand il avait été arrêté par le roi d'Ali. Donc, les Arabes, comme ils ne travaillent pas, ils aiment humilier les hommes, les faire d'esclaves. Donc, ils ont décidé de prendre son compagnon et lui aussi, ils l'ont pris pour travailler pour eux. Toujours à la page 249, il dit ici, quoique les richesses des morts consistent principalement dans leur nombreux troupeaux et que la garde de ces troupeaux soit, ainsi que je l'ai déjà observé, un de leurs soins les plus importants. Ils ne les occupent pas sans cesse. Au contraire, la plupart d'entre eux restent presque toujours à ne rien faire et passent leur vie à s'entretenir inutilement et puérilement de leurs chevaux ou à former des projets de rapine contre les villages des nègres. Donc, toujours, je me suis voilé, page 177. Les maîtres en Arabie étaient à peu de choses près des paresseux et des désœuvrés. Ils passaient généralement leur temps à bavarder, à manger, à fumer et à prier. Cette paresse et cette insouciance ne cherchaient rien au-delà des besoins journaliers. Dans ces sociétés, avec 4 ou 5 esclaves, on était riche et dispensé de travailler. Si le maître ne possédait pas de propriété ou de champs à cultiver, il louait ses esclaves comme journaliers, employés ou ouvriers. Donc vous voyez bien euh, comment les Arabes vivaient à l'époque. Et donc, nous pouvions rester là à donner plus d'exemples et de témoignages, mais j'évite bien j'ai peur que la vidéo soit très très longue. Alors, qui travaille pour eux? Les esclaves? Effectivement, les Noirs. Dans cet article publié dans les Persées, intitulé La traite transsaharienne des esclaves, il dit à la page 472, il dit en Arabie, et plus spécialement au Hijaz, de nombreuses plantations furent abandonnées au premier siècle de l'Hégire par leurs détenteurs. Les Juifs expulsés par le calife Omar et les guerriers partis à la conquête d'autres pays où beaucoup se fixèrent. La reprise de la culture sur ces terres s'effectua par l'importation de nombreux esclaves. Il continue au Maroc. L'importance des plantations de canne à sucre au XVe et XVIe siècle, où la production était assurée en grande partie par les Noirs. La présence des seconds ne peut toutefois faire de doute, et l'un des objectifs du sultan Moulay Ahmed El Mansour en s'attaquant à l'empire Songhai aurait été de prendre possession de cette source de main-d'œuvre. Donc vous voyez bien, Maxime Rodinson, dans son ouvrage intitulé Mahomet, lui aussi il affirme la même chose à la page 36. Il dit certains clans se sont enrichis par la razzia, par le commerce
le prélèvement de redevances sur les sédentaires ou même sur d'autres nomades. Donc, soit par l'agression, soit par autre chose. Il continue, il dit ici, avec ces richesses provisoires, certains entretenaient des esclaves étrangers achetés, captifs pris au cours des razzias, débiteurs insolables. C'est la règle générale, comme on le dit en Afrique. Si tu refuses de travailler, tu seras un voleur ou forcément un agresseur, ou les deux à la fois. Parce que les Arabes n'ont jamais accepté de travailler, ils passaient leur temps à voler, à agresser, à capturer des personnes pour leur faire des esclaves, à raser des villes, des villages entiers, à faire la duplicité, les pirates, entre autres. Donc, dans cet article intitulé L'esclavage en terre d'islam, 7e, 16e siècle, il dit ici: leur fonction première, c'est-à-dire les esclaves, est celle de travailleurs, aussi bien au champ que pour la construction des bâtiments ou la culture de la canne à sucre. Ce dès les années 680, ainsi que dans les mines de sel du Sahara ou dans les mines d'or du Soudan. Donc vous voyez bien, il continue. Un autre de leur rôle, c'est-à-dire les esclaves, dont le rôle principal est celui de serviteur ou domestique, aussi bien chez les élites politiques et commerciales qu'à la cour même du calife ou du sultan. Les Mamelouks, esclaves d'origine circassienne, employés dans la garde personnelle du sultan d'Égypte sous la dynastie ayoubide, en sont un exemple, mais ils reprennent une tradition déjà ancienne. Les esclaves peuvent en effet être aussi employés dans les armées, comme des mercenaires forcés. Vous voyez bien, des mercenaires forcés. En fait, il existe ce qu'on pourrait appeler des esclaves de haut rang, qui occupaient des fonctions importantes au sein de l'État. À l'époque ottomane, notamment une partie de la cour du sultan est constituée d'esclaves eunuques ou d'affranchis qui le conseillent et remplissent des tâches administratives d'importance. Dès le califat omeyyade, toutefois, des esclaves étaient utilisés pour le secrétariat, la greffe ou l'administration. Au sein même de la classe sociale que constituent les esclaves, la diversité est donc de mise et les positions sociales sont fortement différenciées selon une hiérarchie qui va du mineur au Conseil d'État, en passant par le soldat et le valet, mais les esclaves privilégiés sont rares et aucune dynastie ne peut se mettre en place puisque les esclaves ne peuvent avoir de descendance. Il arrive toutefois que certaines femmes esclaves couloirées, alors, etc. Donc, il explique ici la tâche des esclaves pendant ces dynasties. Mais en tout état de cause, il était très rare de voir des esclaves occuper des fonctions de haut rang dans les dynasties ou dans les royautés arabes, parce que la plupart d'entre eux étaient racistes et ne considéraient même pas les Noirs comme des personnes. L'autre raison est que la dépendance à des pratiques telles que la traite négrière pour pallier le manque de main-d'œuvre illustre les dilemmes éthiques et économiques complexes auxquels les pays arabes étaient confrontés. Donc là aussi, il explique toujours ce que nous venons de dire. Donc,
Génocide voilé, page 174. Il dit ici l'Arabie de cette époque qui avait un besoin pressant d'importation de main-d'œuvre servile. Le pays des Wahhabites est un plateau central qui domine un vaste univers de champs et de déserts. Sur les 2 800 000 km² de son territoire, 700 000 étaient fertiles, mais au XIXe siècle, on manquait de bras pour les cultiver. Comparé à d'autres pays avec les mêmes critères, cet énorme espace aurait dû être peuplé de 50 millions d'habitants. Il n'en comptait que 8. Manquait donc des travailleurs pour développer son agriculture. Cette dépopulation était due en particulier aux traditions même des Arabes. Dans l'approche la plus élémentaire de la science économique, la survie d'une société peut être assurée par 3 sources essentielles, à savoir l'industrie et l'agriculture, puis le commerce pour distribuer les produits issus des 2 premières. Chez les Wahhabites, le système et la diversité des taxes étaient si complexes et onéreux qu'ils ruinaient les agriculteurs. Donc vous voyez très bien, le commerce et l'industrie étaient tout aussi lourdement taxés. Le résultat était que, dans de nombreuses régions d'Arabie, les populations s'enfuyaient devant ces ponctions pesantes et d'autres réquisitions militaires. Ils abandonnaient champs et maisons pour émigrer vers les cieux plus cléments. Donc, il explique ici que les Arabes ont fui leur territoire à cause des taxes, parce que la plupart des Arabes n'étaient pas des agriculteurs mais des commerçants. Donc, et cette situation a permis beaucoup d'Arabes sont venus ici en Afrique pour faire des esclaves. Notre article qu'on a vu tout à l'heure, il explique ici une autre situation des esclaves à la page 473. Autre situation d'esclavage, celle des Onuiks, relève à juste titre qu'ils n'étaient pas recherchés pour la seule garde des armes, mais aussi comme gardiens ou gérants des richesses du maître. En plus de leur qualité d'étrangers au pays, donc sans lien éventuel avec des factions rivales. Ils possédaient cet avantage de ne pas avoir de famille. Toujours, Bota, dans son article Les réseaux transsahariens de la traite de l'or et des esclaves, il explique à la page 14. Il dit en Afrique, le premier usage des esclaves subsahariens devait être d'abord leur emploi à la fois comme domestiques et employés dans l'agriculture puis ensuite comme garde militaire à partir du début du IXe siècle. En ce qui concerne l'agriculture, Ibn Adari qui relate des événements datant de 825, rapporte que lors de la révolte du corps militaire sous le 3e Aghlabi, Ziyad Allah Ier, Amir Ben Nafi recruta à Castilla, 1000 noirs armés de haches et de pelles pour Lazaret. L'équipement de ces soldats ne laisse aucun doute sur leur statut d'esclaves attachés aux travaux agricoles et plus particulièrement aux différentes activités dans les oasis, entretien des palmiers, irrigation, gardiennage. Il n'aurait eu ainsi, dès le début du IXe siècle, présence d'une importante main-d'œuvre agricole noire non seulement dans le Djérib. Les 1000 Soudans recrutés ne représentaient probablement
qu'une partie de cette population, mais sans doute ailleurs en Afrique. Cette affirmation est confirmée par Mboloko dans son Afrique noire et Histoire et civilisation à la tome 1, à la page 176. Il dit les usages des esclaves africains. Si ces usages ont été multiples et souvent déterminés par des contraintes locales et par des considérations particulières, trois semblent avoir globalement dominé dans l'ensemble du monde musulman: la domesticité, le service des armes et le travail, principalement agricole. Il continue. Ces esclaves nubiens étaient particulièrement recherchés comme concubines dans les harems et comme soldats. En fait, ces esclaves n'avaient de Nubiens que le nom, car le royaume de Dongala prit soin de s'approvisionner par des raids contre les populations sans État situées à ses frontières et de se réserver une partie des esclaves ainsi capturés. Toujours dans l'article La traite négrière arabo-musulmane, il dit ceci. Alors que presque tous les Africains expédiés à travers l'Atlantique étaient destinés à des travaux agricoles, donc la plupart des Africains destinés au Moyen-Orient musulman l'étaient à des fins d'exploitation sexuelle, comme concubines dans les harems et pour les services militaires, les eunuques. Thomas Boxon considérait même parfois que les Arabes prenaient les Noirs comme argent. Il explique ceci dans son ouvrage à la page 100. Il dit ici. Il dit ici qu'un grand nombre de nègres avaient été enlevés et distribués parmi les soldats en paiement de leur arrivée de solde. 250 avaient été incorporés de force dans les rangs de son armée et le reste distribué aux officiers et aux soldats au prix de l'estimation et proportionnellement au montant de leur arrérage de solde. Toujours dans les choses terribles que les Arabes faisaient et qu'on n'arrive pas à expliquer avec des mots, revoyons aussi Tidjandjaï. On va maintenant expliquer les conditions dans lesquelles vivaient les Noirs capturés et leur sort pendant les traversées. Donc, Félix Etienne Berluin, dans son ouvrage La traite orientale, il dit à la page 7. Il y a de sombres vaisseaux où les Noirs sont entassés comme des ballons, sans liberté pour les membres, presque sans air et sans nourriture. Il y a de grands convois de malheureux attachés à la file, le cou dans un jonc et marchant sous le fouet des conducteurs. Enfin, il y a la chasse à l'homme, des bâtis organisés en grand, des villages incendiés au milieu du feu et du sang, un triage affreux qui choisit entre les blessés ceux qu'on pourra vendre. Donc, ce mépris des Arabes contre les Noirs ou bien vis-à-vis des Noirs, l'Afrique noire et civilisation de Elikia Moloko, dans le tome 1, à la page 248. Avec des usages multiples, aussi bien pour les activités locales que pour les exportations. L'esclavage constituait bien la base des sociétés de l'Afrique méditerranéenne. Les Noirs d'Afrique n'avaient pas le monopole de la condition servile, puisque les esclaves chrétiens figuraient aussi en grand nombre
dans chacun des États musulmans. Mais la condition de ces esclaves de provenance multiple était profondément différente. Les Noirs se trouvaient à perpétuité dans les sociétés d'accueil, soit comme esclaves, soit éventuellement comme affranchis. Les esclaves chrétiens blancs connaissaient un sort bien différent. Donc, il explique ici, il essaie de comparer comment les Arabes traitaient les Noirs esclaves et les Blancs esclaves et même chrétiens. Pris dans la guerre de course, il était souvent, après avoir servi pendant un temps plus ou moins long, échangé contre une rançon, les chrétiens. En outre, la proximité de l'Europe entretenait le rêve de l'invasion et stimulait les tentatives de fuite, souvent couronnées de succès et organisées par de véritables professionnels, les matadors espagnols. En revanche, si parmi les Noirs d'Afrique, les révoltes contre la condition servile n'ont pas manqué, on ne connaît pour ainsi dire aucun exemple d'esclave noir tentant de faire la traversée du Sahara en sens inverse. Au cours de leur captivité, les esclaves chrétiens bénéficiaient de quelques pauvres privilèges, par exemple la présence de prêtres auprès d'eux, que ne connaissaient pas les Noirs. Donc vous voyez ici la différence. Selon qu'ils étaient blancs ou noirs, les esclaves étaient d'ailleurs affectés à des tâches différentes. Ainsi, au Maroc, les esclaves chrétiens servaient principalement à la construction d'édifices pour le sultan et les nobles de la monarchie, domaine dans lequel ils étaient largement préférés aux esclaves noirs et aux travailleurs locaux. Le cas était même fréquent où d'anciens esclaves chrétiens et convertis à l'islam et installés dans le pays d'accueil, acquérant à leur tour des esclaves noirs. Vous voyez bien, alors que le cas inverse, d'anciens esclaves noirs donc, d'anciens esclaves noirs ayant à leur service des esclaves chrétiens. Cela n'a jamais existé parce que les Arabes ne le permettaient pas. Était tout à fait exceptionnel et ne se trouvait que chez quelques rares noirs qui avaient réussi, notamment au Maroc, à se hisser à des positions élevées dans l'appareil d'État. Tous les États arabes de l'Afrique méditerranéenne ne faisaient pas le même usage des esclaves noirs. Certains les destinaient presque exclusivement au marché intérieur, d'autres s'étaient spécialisés dans l'exportation. Schématiquement, on pourrait, de ce point de vue, couper l'Afrique méditerranéenne en deux. Donc, il explique, il continue. Mais ce qu'il faut retenir ici est que les esclaves noirs n'ont jamais, ou bien même les personnes noires, n'ont jamais été considérées comme des personnes. Même face à leurs confrères, les esclaves blancs, les Arabes traitaient mieux les blancs que les esclaves noirs. Thomas Buxton, de la traite des nègres en Afrique, à la page 117-118. Il dit, ces détails sont confirmés par Kay, qui, dans la relation de son voyage à travers le désert, en revenant de Tombouctou, rapporte le trait de barbarie ci-après, qu'il dit avoir eu le malheur de voir se répéter trop souvent. Un pauvre esclave de Bambara de 25 ans fut cruellement traité par quelques Moors qui le forcèrent de marcher sans lui permettre de se reposer un instant ou d'étanger une soif purulente. Il continue à la page 18. Les plaintes de ce malheureux auraient touché les cœurs les plus durs.
Il demandait quelquefois à se reposer en montant sur un chameau. Dans d'autres moments, cédant à son désespoir, il se jeta sur le sable. En vain, les mains élevées, il suppliait ces barbares de lui accorder une goutte d'eau. Donc vous voyez comment les Arabes, les Morts étaient si sadiques. Il continue, des coups de fouet étaient la seule réponse que l'on fit à ses prières et à ses larmes. Revoyons encore la traite orientale de Félix Berluy. Page 30. Sur cette route, les chameliers ont l'habitude d'attacher les autres et les seaux, l'ouverture du côté de la tête de l'animal. En effet, si un esclave dévoré par la soif s'avise de dérober une goutte d'eau, le chameau qui est altéré aussi se met à crier et s'arrêter dès qu'on touche à la provisoire. De cette manière, le traitant est assez averti. Sur certains points, la route est vraiment bordée d'ossements des deux côtés, dit Moussé Gérard Rolle. Nous voyons les ossements blanchis des esclaves morts. Quelques squelettes ont encore le catoun vêtement des nègres. Même celui qui ne connaît pas le chemin des bornes n'a qu'à suivre les ossements dispersés à gauche et à droite de la voie et ne se trompera point. Que ces restes soient ceux des esclaves, on les reconnaît à ceux qui n'ont pas été enterrés. Les maîtres ne pensent pas qu'il vaille la peine de leur donner une tombe quand ils meurent de fatigue ou de soif. C'est surtout aux approches des sources que les squelettes deviennent plus nombreux. Les misérables y arrivent mourants. Un peu d'eau pourrait les sauver, mais les vents ont rempli de sable l'orifice des puits. Il faut travailler pour découvrir la source. Les plus robustes seuls pourront atteindre et supporter le travail. Donc, vous voyez bien ce qu'il est en train de dire ici, comment les Arabes étaient si cruels, mais étaient si méchants. Génocide voilé, page 158. Il nous livre ici des témoignages des explorateurs. Par exemple, les explorateurs d'Annam et Calaperton apportent qu'au pays de Mekuru, situé en bordure d'une de ces routes menant vers l'Afrique du Nord, les terrains alentours étaient jonchés de squelettes et de squelettes de captifs. À peine parcourait-on un petit nombre de kilomètres sans rencontrer un squelette. Les os étaient en partie couverts par le sable, d'autres seulement avec un petit tas amassé par le vent. Une main était souvent passée sous la tête, plus souvent encore elles l'étaient toutes deux, comme pour la protéger. Le long de ces routes, les explorateurs croisaient partout ces squelettes épars, mutilés de la façon la plus révoltante. Ici une jambe, là des bras attachés avec leurs ligaments. À une distance considérable du tronc, un de ces corps paraissait tout frais. Sa barbe tenait à son menton. On distinguait nettement ses traits. Un des négriers arabes s'écria tout à coup. C'était mon esclave. Il y a 4 mois, je le laissais près de ce lieu. Plus objet encore, en 1875, le témoignage d'un voyageur anglais à propos de la cruauté des négriers arabes. La caravane était arrivée 5 jours avant moi. J'en ai vu plus cassés
pour me convaincre de l'importance et de l'atrocité du trafic d'esclaves à cet endroit. 2 heures avant l'entrée, 2 heures avant d'entrer dans l'oasis, nous avons rencontré 4 esclaves menés par un arabe en route vers Osla. Et en entrant dans la palmeraie, nous avons rencontré un autre arabe traînant une esclave par une corde attachée autour de sa taille. Donc, là, on n'en discute plus parce que c'est des témoignages oculaires, des sources directes, mais toujours sur la cruauté de ces esclaves, la traite orientale. Donc, pour lui raconter ici, on fait fracassant. Il dit que un jour, c'est un cadavre de jeune garçon que le voyageur trouve vers un puits. Le soleil l'avait desséché comme une momie, avant que les hyènes des environs fussent venus le manger. Un autre jour, dans cette eau boueuse, puisée au milieu de l'obscurité, les serviteurs ont rempli leur seau avec moins de précaution. Quand on l'approche dans la tente, on y trouve un crâne d'homme. Toujours Thomas Buxton, de la traite des esclaves en Afrique. Il confirme cette thèse avec le témoignage de Denham durant son voyage. Denham qu'on a cité tout à l'heure. Il dit à la page 119-120. Il dit lorsque les voyageurs arrivèrent au puits de Mehrou, dit Denham, plus de 100 squelettes étaient gisants sur ce point. Nos chameaux n'arrivèrent qu'à la nuit, et nous fûmes forcés de bivouaquer au milieu de ces restes privés de sépulture, de ces victimes de la cruauté et de l'avarice. Après une longue traite de 26 miles, pendant laquelle un des nôtres compta 107 de ces carcasses, un peu plus loin, il ajoute, durant les 2 dernières journées, nous avions passé à travers 60 ou 80 squelettes, terme pour chaque journée, mais nous renonçâmes à compter ce qui était aux environs du puits d'El Amar, tant il y en avait. Jackson nous apprend qu'en 1805, une caravane allant de Tombouctou à Tafilé eut la douleur de ne pas trouver d'eau à l'égard accoutumée et périt tout entière, c'est-à-dire 2000 personnes et 1800 chameaux. Donc toujours les esclaves. Et aujourd'hui, ce qui est inhérent, ce qui est étonnant, quand on essaie de donner les chiffres de la traite négrière, certains chercheurs qui dissimulent les faits, qui falsifient l'histoire, ils oublient que ces chiffres, c'est des personnes. Et la mémoire de ces personnes doit être respectée. Mais le temps ne s'arrête pas là. Il continue toujours. Le docteur Ruppel confirme son rapport en disant que dans l'expédition de Mohamed Ali en 1820-1821, plus de 40 000 nègres furent arrachés à leur patrie et qu'il n'y a eu pas un tiers qui parvint en Égypte. Donc, vous voyez, le reste était tombé lors des traversées. Et même parmi ceux qui purent y arriver, la majeure partie ne tarda pas à mourir. Il ajoute que, comme on craignait qu'ils ne désertassent dans le trajet de Kordofan à Chandi par le désert pour retourner à Dongala, ils étaient tous marqués au bras avec un fer rouge.
Il avait le cou pris dans une fourche de 9 pieds de long. L'escorte était tenue de remettre à l'arrivée autant d'esclaves qu'elle en avait reçu, ou de rapporter les oreilles de ceux qui pourraient mourir en chemin. Plusieurs des malheureux victimes que le fouet même de leur conducteur ne pouvait plus forcer à aller plus loin subissaient encore vivantes l'amputation des oreilles, puis on les laissait attendre dans le désert les dernières convulsions de l'agonie. Donc, il forçait les Noirs à traverser euh, le désert, et sans eau, sans nourriture, sans rien, et il les tabassait. Et quand même, ces Noirs n'arrivaient pas à continuer à marcher. Quand ils demandaient de l'eau, qu'est-ce qu'on les faisait? On les coupait les oreilles. Vous voyez, on les tabassait, on les forçait à aller plus loin. Donc vous voyez bien. Et donc ces malheureuses victimes étaient toujours sous les fouets, sous des hurlements, entre autres. Moi-même, dans mon voyage à Ambukol en 1824, j'ai passé à côté des cadavres de plusieurs de ces misérables créatures au cou desquelles étaient encore attachées les terribles fourches. Les bourreaux ne les avaient pas soulagés du point de leur fer. Vous voyez bien? On les marquait le fer, même à l'heure de la mort. Génocide voilé, page 159-160. Là encore, il continue de raconter l'horreur et le malheur que les esclaves vivaient pendant les traversées, mais aussi dans les grandes villes. Il dit en fait, la plupart des déportés africains dépérissaient hors de leur pays d'origine. En Turquie, par exemple, on avait rarement vu 2 générations d'Africains. Donc une génération entière mourait avant l'autre génération soit exportée vers la Turquie. D'ailleurs, cette génération en question, c'est les Noirs esclaves qu'on a rasés, capturés et transportés. Outre les conséquences de leur déportation et de leur exploitation inhumaine, ces malheureux étaient exposés entre autres à, il cite ici, des choses très importantes. Il dit des rhumes opiniâtres, cela en arabe, ou affection catarrhale. Cette indisposition née de la nudité presque absolue des esclaves pendant les nuits, souvent très fraîches, d'amener les vents froids. Elle n'a jamais de suite fâcheuse et cette ordinaire à de simples remèdes. Des ophtalmies, ça c'est des sortes de maladies que les douleurs et les maltraitances causaient les Noirs. Des ophtalmies, Meret El Ain en Arabie, occidentales produites comme la maladie précédente par l'exposition nocturne des esclaves nuit à toutes les vicissitudes du climat. Elles guérissent presque toujours spontanément et n'ont besoin d'autres remèdes que l'usage fréquent du simple lavage avec de l'eau naturelle et pure. La petite vérole, Djedir en arabe, maladie souvent fatale pour l'esclave et funeste pour les intérêts des négriers. Elle semblait moins fréquente au Soudan ou en Afrique centrale que plus au nord. Elle était presque toujours meurtrière. Certaines tribus africaines affirmaient qu'elle ne survenait jamais dans les régions méridionales, excepté lorsqu'une circonstance quelconque y apportait le germe de la contagion variolique. Et ce qui paraissait fortifier cette assertion, c'est que parmi les esclaves amenés par les caravanes, on en voyait fort peu qui avaient été contaminés
dans leur pays d'origine. Donc, ces maladies les avaient attrapés et dans ces pays-là, en Turquie, entre autres. Une affection cutanée, enfin, qui atteignit de nombreux esclaves alors arrivés en Égypte, surtout au Caire, où elle était désignée sous le nom de Ish el-Médiner, traduction genre ou manière de la vie. Cette maladie, souvent confondue avec la gale, n'était cependant pas contagieuse. Elle pouvait durer plusieurs mois et devenir hideuse. Donc, et même les femmes euh, subissaient ces traitements. Elles aussi, elles ne restaient pas en marche de cette dynamique. À la page 162. Toutes ces femmes étaient systématiquement violées sur le parcours les ramenant du continent noir. Le but était de les briser moralement et psychologiquement avant de les mettre en vente. Elle était ensuite réduite à un état de dépendance et de soumission totale vis-à-vis de leur propriétaire. Il continue ici, on peut plus à la page 84. Il dit en fait ces négriers, berbères ou arabisants du nord et autres Touaregs prenaient en otage les populations négro-africaines, telles des pirates. Du fond de leur Sahara, ils se ruaient sur les villages sénégalais ou maliens, rasiaient les femmes et les enfants avant de les transporter à travers le désert, au milieu d'indicibles souffrances, jusque dans les oasis qui bordaient leur région. Ce commerce infâme occasionnait de grands profits pour les négriers à la solde des Arabes. Toujours à la page 118, il dit le Touareg est disposé de campements d'où il envoyait des expéditions pour conquérir les oasis du désert sur les tribus négro-africaines. Celles-ci ont dû reculer partout jusqu'au Niger. Il s'agit d'un exode massif de populations qui n'en pouvaient plus de ces sanglantes razzias. À force de fuir, elles devinrent étrangères sur leur propre terre et furent dépossédées de leur histoire. Ainsi, dans toute la région du Sahara, les peuples noirs ont presque disparu, laissant derrière eux de rares témoignages de leur ancienne civilisation. Toujours dans cette ignominie, Thomas Boxon, à la page 102, il apprit que 4 expéditions appelées Ghazouas partaient tous les ans d'Obeid, capitale du Kordofan, et se dirigeaient au sud vers les montagnes habitées par les nègres Nuba. Voici comment il décrit ce départ et l'acte de brigandage qui en était l'objet. Un jour, il entendit un grand bruit. Tout le village paraissait sans dessous. La cavalerie était à cheval et l'infanterie déchargeait ses fusils en l'air, en s'efforçant d'augmenter encore tout ce fracas par l'épouvantable clameur. M, qui prenait tout cela pour une réjouissance, en demande la cause. C'est la Ghazouа. C'est la Ghazoua, me répond un homme de la troupe, ne se sentant pas de joie. La Ghazoua, quel gibier allez-vous chasser? Des gazelles? Oui, des gazelles. Voilà les filets, les cordes, les chaînes, on doit les ramener vivantes. Donc, autour de l'expédition, tout le peuple sortit en chantant
et en dansant et courut au-devant des chasseurs. M fit comme les autres et voulut prendre part à l'allégresse générale. Jamais a-t-il dit au comte de Laborde. Il n'oubliera la scène qui s'offrit à ses regards. Que vit-il en effet? Quel gibier traînait à leur suite ces intrépides chasseurs après 20 jours de fatigue? Des hommes chargés de chaînes, des vieillards portés en légère. Donc, c'est ça, les gibiers en question. Parce qu'ils étaient hors d'état de marcher, des blessés qui traînaient avec peine leurs membres affaiblis et une multitude d'enfants suivant leur mère qui portaient les plus jeunes dans leurs bras. 15 nègres liés, garrottés, nus et dans l'état le plus déplorable, escortés par 400 soldats armés jusqu'aux dents. C'était là la gazoire. C'était là les pauvres gazelles prises dans le désert. Il continue toujours. M accompagna un jour lui-même une de ces gazoires. L'expédition se composait de 400 soldats égyptiens, de 100 cavaliers euh, bédouins et de 12 chefs de village, avec des paysans chargés de provisions. Quand on arrive à la destination, ce qu'on a toujours soin de faire avant la pointe du jour, la cavalerie se glisse autour de la montagne et, par une manœuvre à droite, se forme d'un côté en un demi-cercle, que l'infanterie forme de l'autre côté. Les nègres dont le sommeil est si profond qu'ils ont rarement le temps de pourvoir à leur siroter, sont ainsi complètement pris au piège. Donc, c'est ça la razzia. Au premier rayon du soleil, les troupes commencent leur opération par des décharges de mousqueterie ou d'artillerie contre la montagne. Un instant après, on aperçoit parmi les rochers et les arbres les têtes des malheureux montagnards qui fouillent dans toutes les directions, tirant après eux les enfants et les infirmes. 4 détachements armés de bédouins sont alors envoyés pour gravir sur la montagne à la poursuite des fugitifs, tandis qu'en bas on entretient un feu continuel de fusils et de canons à poudre. Leur but étant alors plutôt d'effrayer les habitants que de les tuer, parce qu'ils voulaient les vendre. Cependant, les plus braves d'entre les naturels s'arrêtent à l'entrée des cavernes qu'ils ont creusées pour s'y mettre à l'abri des attaques des ennemis. De là, ils lancent leurs javelines empoisonnées en se couvrant de leurs boucliers. Leurs femmes et leurs enfants, se tenant près d'eux, les encouragent de la voix. Mais si le chef de la famille vient à être tué, ils se rendent sans murmure. Lorsque le nègre est frappé d'une balle, on le voit le plus souvent dans l'ignorance où il est de la nature de cette blessure. La frotter avec de la terre jusqu'à ce qu'il tombe épuisé par la perte de son sang. Alors, continuons. Les moins courageux fuient avec leur famille et s'enfoncent dans les cavernes d'où les chasseurs les forcent à déloger en brûlant du poivre près du trou qui sert l'entrée. Les nègres presque aveuglés et suffoqués se précipitent alors dans le piège qu'on a disposé auparavant et on les met au fer. Si après l'emploi de ces moyens, aucune ne paraît, les chasseurs en concluent que les mères ont tué leurs enfants et les maris leurs femmes et se sont ensuite donné la mort. C'est au moment où les pauvres noirs sont pris qu'on peut juger de toute la force du sentiment qui les attache à leur famille
Ils refusent de remuer. Les uns embarrassent les arbres et s'y attachent de toute leur force. Les autres serrent dans leurs bras leurs femmes et leurs enfants, au point qu'on ne peut les en séparer qu'à coups de sabre. Assez souvent, on les attache à un cheval. Et ils sont ainsi traînés à travers les rochers et les broussailles, jusqu'au pied de la montagne où ils arrivent meurtris, tous sanglants et défigurés. Continuent-ils encore à résister? On les tue pour en finir. Il continue toujours. Chaque détachement, après avoir ramené son contingent de butin, va rejoindre le gros de la troupe et est remplacé par d'autres jusqu'à ce que la montagne soit ainsi de battue en battue. Fuite d'habitants, si par la force de la position ou par l'opinion traité de la résistance, le premier assaut échoue, le général en vient au cruel expédient de réduire les assiégés par la famine. Vous voyez bien, une de leurs méthodes, les Arabes. On y parvient aisément en établissant des postes au-dessus de toutes les sources qui peuvent se trouver au pied de la montagne et en ôtant ainsi aux nègres tout moyen de se procurer de l'eau. Ces infortunés soutiennent souvent ce siège pendant toute une semaine. On les voit alors ronger l'écorce des arbres et pour en tirer quelque humidité. Jusqu'à ce qu'enfin l'excès de la soif les force à échanger patrie. Donc vous voyez, liberté et famille contre une goutte d'eau. Ils approchent chaque jour davantage de la source dont ils ont connaissance. Ils se retirent à la vie des soldats, mais à la longue, le désir de cette eau qu'on les montre devient trop fort. Il leur est impossible d'y résister davantage. Ils viennent de même tendre les mains aux liens dont ils ont les attaches, dont on les attache, et leur cou à une fourche pesante qu'ils sont obligés de soulever à chaque pas. Alors les horreurs ne sont toujours pas terminées. Ils continuent. Le voyage est court des monts Niba à Obey. De là, on les envoie au Caire, c'est-à-dire en Égypte, où le pacha en fait un tirage et en dispose à sa fantaisie. Les vieux, les infirmes et les blessés sont le partage des bédouins, les plus impitoyables de tous les maîtres, qui exigent de plus rudes travaux avec une sévérité proportionnée à peu d'espoir qu'ils ont que la vie de leurs malheureuses victimes puisse se prolonger. À Obeid, seul on traîne annuellement en esclave 6000 créatures humaines, et cela aux dépens de l'existence de 2000 autres tués au moment de la capture. Donc cette fois-ci, je ne vais pas commenter beaucoup parce que la vidéo est devenue très longue. Le roi de Darfour importe aussi tous les ans pour la traite 8 à 9000 noirs, dont un quart meurt ordinairement des fatigues d'une marche forcée. La décette de provision les obligeant à faire toute la diligence possible. C'est en vain que les malheureux implorent un seul jour de repos. Ils n'ont d'autre alternative que de pousser en avant ou d'être laissés sur le chemin pour servir de pâture aux chacals ou à lions affamés. Une fois, dit le narrateur, comme quelques jours après le passage d'une de ces caravanes,
Je traversais le même désert, monté sur un agile dromadaire, juste pour me diriger dans ma route. Les carcasses des malheureux récemment, récemment déchirés par ces animaux, et ce fut au moyen de ces affreux jalons que je puis arriver à la halte de nuit. Donc, la conquête arabe de l'Afrique s'est déroulée en deux phases. Entre 615 et 620 de notre ère, les premiers envahisseurs, à l'exception des Almoravides. Alors, les Almoravides, qui ne sont pas établis de manière durable, ont pris le contrôle de Zanzibar sur la côte africaine, c'est-à-dire est-africaine. À cette époque, quelques marchands indiens se sont également installés dans la région. Les interactions entre les Arabes et les populations locales remontent à une période antérieure à l'apparition même de l'islam. Au XVIIIe siècle, Marco Polo avait déjà mentionné ces anciennes relations avec, ou bien entre les Arabes, les Indiens et les habitants de la côte orientale africaine, qu'il désignait comme le pays des Zinc ou Zanzibar. À cette époque, l'île connue sous le nom d'Ouguia par les Africains devint un point de convergence pour les activités commerciales. Plusieurs comptoirs y furent établis par des négociants arabo-musulmans, majoritairement chiites, qui rebaptisèrent l'île Zanzibar. Alors, son nom est dérivé des mots arabes Zeng qui veut dire noir et Bahr qui veut dire mer ou littoral, donc qui signifie littoral des Noirs. Toujours dans cette zone, Zanzibar devient rapidement un centre majeur pour le commerce des captifs destinés au golfe arabo-persique. Ces captifs transportés par voie maritime depuis Zanzibar, Lamu et d'autres ports de la côte est africaine. Donc, comme vous le voyez ici dans la carte, ainsi que par les routes désertiques, n'étaient pas envoyés en Occident, contrairement à ce que prétendent certains auteurs. Leur destination exclusive était le monde arabe, et voire dans l'extrême orient. Au XIXe siècle, la traite maritime prit de l'ampleur. Les captifs embarqués depuis la côte orientale de l'Afrique étaient acheminés principalement vers l'Arabie, l'Inde et d'autres États même musulmans d'Asie. Cette traite alimentait les besoins en esclaves noirs du monde musulman et des régions connectées à ces réseaux commerciaux. Et après Zanzibar, les Arabes s'étendirent vers la Somalie pour poursuivre leur implantation le long de la côte jusqu'à Kilau. Donc, accueillis chaleureusement par les populations africaines, ils s'installèrent durablement, construisant même des mosquées. Donc, quand ils sont arrivés, ils construisaient des mosquées pour séduire ces populations. Un autre point stratégique de leur présence fut Djibouti et ses alentours, bien qu'il ait été reçu sans hostilité, cela ne les empêcha pas de mener leur commerce dégradant, comme le soulignent des chercheurs. Donc, ces hommes dits de confiance, se mêlant aux indigènes, formèrent ici et là des communautés métissées. Ils pratiquaient rigoureusement entre guillemets l'islam, cherchaient à convertir même leurs voisins. Mais tout cela, il a été masqué parce que pour masquer leur ignominie, mais c'était juste pour séduire les populations, en tout cas pour la plupart de ces Arabes.
et maintenait aussi des liens avec les villes et ports de la côte, transportant par caravane sur l'innombrable route des centaines ou des milliers d'esclaves enchaînés. Ce sont eux qui établissent chez les Noirs de manière précaire mais permanente, familiers des pays, des peuples et des langues, donnèrent dès les premières années 800 une impulsion décisive à la traite orientale. Donc, ces conquérants, principalement originaires d'Oman, du Yémen, du Hejaz, de la Mecque, de la Perse, de l'Inde, Turquie, entre autres, réussirent à s'établir sur toute la côte orientale de l'Afrique. Toujours Tidjandja, il explique comment le commerce était lucratif entre les deux continents, ou bien entre l'Afrique et l'Orient. Donc à la page 173. Il dit ici ensuite, le plus gros des captifs rasiers était dirigé vers l'Orient. Quant à ceux qu'on achetait, ils avaient souvent coûté 1 ou 2 francs dans la région de Zanzibar, mais étaient revendus 250 à 400 francs en Arabie. Donc, toujours, nous allons continuer dans les conditions de ces malheureuses personnes capturées. À la page 90, donc c'est David Livingstone qui donne ses témoignages avec ce qu'il a vécu, c'est-à-dire les appréciations ou bien même ce qu'il a vu ici en Afrique, les conditions dans lesquelles vivaient les esclaves exportés ou bien les esclaves transportés en Arabie. À la page 80, David Livingstone s'attrista des conditions de vie dans l'île de Zanzibar. Personne ne bénéficie ici d'un bon état de santé. La puanteur des entrepôts d'ordures sur la plage est horrible. On devrait l'appeler Stikibar et non Zanzibar. Cet homme qui avait beaucoup voyagé, vu et décrit tellement d'horreur, fut pourtant scandalisé par ce qu'il trouva à Zanzibar. Les mauvaises conditions d'hygiène favorisaient les épidémies de dysenterie, de malaria, de choléra, de petite variole, etc. Celles de 1858 et 1869 à 1970 tuèrent un sixième de la population de la ville et 35 000 personnes dans l'île. Quant à Stanley, qui fit aussi un tour à Zanzibar entre 1871 et 1872, il notait ceci: Zanzibar est le Bagdad, l'Ispahan, l'Istanbul de l'Afrique orientale. C'est le grand marché qui attire l'ivoire, le copal, l'acier, les peaux, les bois précieux. Les esclaves de cette région, c'est là qu'on amène pour y être vendus au dehors. Les noirs beautés de Iwi, de Lugogo, de la terre de la lune et du pays des Galas. Les classes laborieuses sont composées d'Africains esclaves ou hommes libres. La progression des caravanes de captifs à travers cet océan de sable durait parfois des mois. Il est difficile d'imaginer les conditions de survie auxquelles ces captifs étaient soumis. Les hommes adultes étaient souvent accouplés à l'aide d'une fourche de bois et retenus par un collier de fer. Un collier de fer qui corrosait
littéralement leur chair pendant ce long et tortueux trajet. Le froid des nuits, la chaleur accablante des journées, la faim, les insultes, les coups de fouet et les maladies faisaient partie de leur quotidien. Les enfants eux aussi ne faisaient pas exception à cette cruauté. L'explorateur, médecin et naturaliste allemand Gustav Marchigal rapporte un témoignage frappant de ces souffrances. Donc, c'est pourquoi l'explorateur allemand a dit ici: les pauvres enfants des pays noirs semblent rencontrer la mort ici à la dernière étape d'un long, désespérant et pénible voyage. Le long trajet accompli avec une nourriture insuffisante et une eau rare, le contraste entre d'une part les riches ressources naturelles et l'atmosphère humide de leur patrie, et d'autre part l'air sec et anémiant du désert, les fatigues et les privations imposées par leurs maîtres et par les circonstances dans lesquelles ils se trouvent, peu à peu ruiner leur jeune force. Le souvenir de la patrie disparue en chemin, la crainte d'un futur inconnu, le voyage interminable sous les coups, la faim, la soif et l'épuisement moral mortel ont paralysé leur dernière faculté de résistance. Si les pauvres créatures manquent de force pour se lever et marcher de nouveau, elles sont tout simplement abandonnées et leur esprit s'éteint lentement sous l'effet destructeur des rayons du soleil, de la faim et de la soif. Elle rapporte toujours euh, le témoignage de Livingstone encore à la page suivante. Il dit quant à Livingstone, lorsqu'il remonta pour la première fois jusqu'au Tanganyika, il affirme y avoir trouvé des populations paisibles, disposées à accueillir en paix tout étranger qui s'y aventurait. Ces peuples récoltaient le doura, tissaient la toile et exerçaient le métier de forgeron. Quand le célèbre explorateur revient quelques années plus tard au Tanganyika, tout le bonheur, tout le bonheur et toute la prospérité qu'il y avait vu n'existaient plus. Il ne trouvait plus rien de ce qu'il avait admiré auparavant. Les champs abandonnés étaient envahis par les grandes herbes et les arbustes. Les moissons avaient disparu, les bêtes sauvages avaient remplacé les animaux domestiques. Un silence de mort planait sur les villages dont les maisons avaient été incendiées par les négriers arabes. Parfois au milieu de la brousse ou parmi les réseaux des rivières, quelques survivants relevaient la tête et, voyant qu'ils n'avaient pas affaire à un arabe, tendaient la main pour demander quelque nourriture. C'est dans cet univers qu'eut lieu la rencontre ô combien symbolique entre le vice et la vertu. Toujours la traite orientale. À la page 8, il dit dans son nombre ne sont pas compris tous ceux qui ont succombé avant d'arriver au marché, et il y a des routes où les victimes sont si nombreuses qu'on peut suivre les traces des caravanes par les cadavres laissés derrière elles si on veut y rejoindre les hommes, etc., etc. Donc, tout ce pour comprendre l'ignominie et la ruse de ces Arabes. Tidiane Ndiaye, page 139-140. Il dit que Nastigal,
qui ne connaissait pas encore la région, voulut s'avancer jusqu'au bord du lac, mais à la vue des nombreux cadavres semés le long des sentiers, à moitié dévorés par les hyènes ou les oiseaux de proie, il recula d'épouvante. Il demanda à un arabe pourquoi les cadavres étaient si nombreux aux environs de Djidji et pourquoi on les laissait aussi près de la ville, au risque d'une infection générale. L'arabe lui répondit sur un ton tout naturel, comme s'il se fût agi de la chose la plus simple du monde. Autrefois, nous étions habitués à jeter en cet endroit les cadavres de nos esclaves morts, et chaque nuit les hyènes venaient les emporter. Mais cette année, le nombre des morts a été si considérable que ces animaux ne suffisent plus à les dévorer. Ils se sont dégoûtés de la chair humaine. Mingo Park témoigne aussi comment les Arabes, ou bien les Arabes morts, avaient terrorisé les populations locales. À la page 298-299. Lorsque nous arrivons dans le voisinage de Satilé, les gens qui étaient occupés à travailler aux champs, voyant tant de caravanes de cavaliers ensemble, nous prirent pour un parti de morts. Donc, parce que les morts avaient terrorisé les populations locales. Et donc, ces populations s'enfuirent en criant. Toute la ville prit à l'instant l'alarme, et l'on voyait de tous côtés les esclaves passant vers la ville, les chevaux et le bétail. En vain, l'un de nous prit le galop et voulut les joindre pour les détromper. Il ne fit qu'augmenter leur effroi, et lorsque nous arrivâmes à la ville, nous en trouvâmes les portes fermées et tous les habitants sous les armes. Après de longues pourparlers, on nous laissa entrer et comme tout annonçait un violent orage, le Djoti nous permit de coucher dans son ballon. Il nous donna même à chacun une peau de bœuf pour nous servir de lit. Tel fut le destin des peuples africains. À partir de l'arrivée des Arabes, ces envahisseurs ont corrompu les mœurs et transformé de paisibles villages en véritables enfers. L'arrivée des Arabes marqua le début d'une éclipse totale de ces civilisations. Les peuples autrefois tranquilles furent plongés dans le chaos. Les prédateurs arabes attisaient la cupidité des chefs locaux même, qui se laissaient souvent entraîner dans cette spirale de violence. Certains n'avaient pas le choix, mais certains aussi de leur gré. Des razzias étaient légalement organisés par le sultan pour alimenter les négociants arabes impliqués dans le commerce d'esclaves. Les princes des royaumes voisins du sultan du Bornou, comme ceux de Kanem, Ouadé, etc., Sokoto, se livraient également, parfois sous contrainte, parfois par nécessité, à ce trafic de captifs. Donc, il est essentiel de reconnaître et d'accepter un fait évident concernant l'implication des Africains dans la traite arabo-musulmane. Depuis le début, quand je parle, certains peuvent avoir l'impression que je défends les chefs africains, mais je raconte que l'histoire. La plupart de ces chefs n'avaient pas le choix de faire le commerce, mais quand ils ne le faisaient pas, ils s'exposaient à des représailles. Ça, c'est des faits. Mais il y a parmi eux des chefs, par leur amour du pouvoir, ont décidé de faire le commerce transsaharien. Donc la responsabilité ne peut être attribuée qu'aux monarques despotiques et sanguinaires qui étaient loin d'être majoritaires à l'époque et qui étaient les complices des négriers. Ces chefs et leurs auxiliaires militaires ou civils ont été les véritables alliés des trafiquants
tandis que les peuples africains, eux, n'étaient pas responsables de cette tragédie. En effet, le nombre de collaborateurs ne serait pas comparé à celui des millions de victimes dont les vies ont été arrachées, écrasées ou détruites dans une tragédie d'une ampleur sans précédent à l'échelle du continent. Quelles que soient les complicités et la compatibilité, à la fois incertaine ou sordide, les victimes, l'éthique et la morale exigent que nous nous inclinons d'abord devant l'abomination de ce génocide et devant la souffrance de ces enfants, de ces femmes et de ces hommes dont la vie a été plongée dans l'horreur et la désolation. Contrairement à la thèse de certains auteurs qui tentent de mettre sur un pied d'égalité bourreaux et victimes, il convient de souligner que de nombreux chefs africains et leurs sujets ont résisté vigoureusement face à cette infamie. Et peut-être si nous avons le temps, nous y reviendrons. Alors, l'ONU fut la première grande voie commerciale intérieure identifiée sur le continent africain. Toutefois, ce commerce, sous l'influence des Arabes, n'était en réalité qu'un négoce d'une ampleur sans précédent, mené par des conditions honteuses et dégradantes. Au lieu d'un échange équitable et bénéfique pour les peuples noirs qui auraient apporté les richesses du progrès et de la morale, ce fut un trafic ignoble qui n'a fait qu'enfoncer davantage l'Afrique dans la misère. Les convois d'esclaves expédiés des bords du Nil blanc voyageaient vers la mer Rouge en traversant le Nil bleu et longeant la pente septentrionale du plateau abyssin. Donc depuis toujours, la mer Rouge marque la frontière entre trois mondes, le monde oriental, le monde occidental et l'univers africain. Ce lien symbolise la division entre ces trois sphères et leur idéologie. Au XXe siècle, bien après l'abolition de l'esclavage, c'est ici que se jouait la bataille entre les lumières et les ténèbres, entre la vie et la mort, entre la servitude abjecte et la quête de la liberté. C'est là, sur ce rivage inhospitalier, que se faisait le tirage sinistre des êtres humains enchaînés, tout envoyés pour quitter l'Afrique à jamais. Ces malheureux, arrachés à leur terre, passaient le reste de leur vie à servir la paresse et la débauche des sociétés orientales. Après des souffrances indescriptibles, certains étaient envoyés vers l'Orient, tandis que d'autres étaient transportés vers les marchés de la basse Égypte. Cette région était le principal fournisseur du monde arabe, notamment de l'Arabie, qui recevait la majorité des captifs africains. Les marchés égyptiens étaient approvisionnés par deux voies. Il y avait les caravanes du Faisan qui passaient par l'Afrique du Nord et celles provenant de la Libye et du Soudan avec environ 40 à 50 000 esclaves transportés chaque année. Le marchand d'esclaves, souvent appelé Jalab, signifiant importateur ou Nahas. Dans la vidéo suivante, nous allons expliquer comment les Arabes berbères s'accaparaient des esclaves et quelle était leur stratégie et leur méthode. Donc, je vous donne rendez-vous à très bientôt. Nous pouvons pardonner, mais jamais oublier. Nous allons pardonner, mais jamais oublier.